Bonjour à tous et bienvenue sur Synapse, la chaîne qui vous parle de ce qu'il se passe dans la tête de votre chien. Aujourd'hui, nous prenons le temps de détailler le principe et les raisons d'une prise en charge comportementale, mais aussi de décrypter les différents intervenants que vous pourrez rencontrer dans ce parcours et leurs rôles respectifs. Tout d'abord, il convient de distinguer l'éducation et la rééducation. L'éducation vise à apprendre à un chien les règles de vie et de communication en famille et en société, et à prévenir ainsi l'apparition de troubles comportementaux liés à son environnement. Elle concerne donc tous les chiens. Dans ce cadre, le travail de l'éducateur canin et des maîtres s'apparente au rôle d'enseignant et de parent chez l'humain. La rééducation vise quant à elle à remédier aux troubles comportementaux du chien. Quelle que soit leur cause, elle repose sur la collaboration entre les intervenants. Ici, nous allons vous parler du lien entre vétérinaire comportementaliste et éducateur canin, bien que ces deux professions soient souvent désignées comme celles de comportementalistes. Elles sont en réalité bien différentes. En grossissant les traits, si nous comparons à la médecine humaine, elles sont respectivement l'équivalent pour l'animal d'un psychiatre et d'un psychologue. D'un côté, le vétérinaire comportementaliste est indispensable pour établir le diagnostic et mettre en place le plan de traitement du chien. Mais l'intervention de l'éducateur canin est nécessaire pour accompagner les propriétaires dans la mise en place des apprentissages de base et des thérapies comportementales, sans lesquelles le traitement médicamenteux du chien risque d'être parfaitement inutile. D'un autre côté, l'éducateur canin est très souvent le premier interlocuteur des propriétaires du chien et joue donc un rôle majeur, que ce soit dans la détection du déséquilibre émotionnel, des anomalies de développement ou des difficultés d'apprentissage du chien, qu'il doit alors référer à un vétérinaire comportementaliste, sans qui les progrès du chien seront limités. La collaboration entre le vétérinaire comportementaliste et l'éducateur canin dans la prise en charge comportementale est donc cruciale. La qualité de la prise en charge dépend étroitement de la qualité de la communication entre ces intervenants, qui devraient idéalement partager leur lieu de travail afin que le suivi du chien soit optimal. L'intervention de l'éducateur canin est nécessaire et suffisante lorsque les problèmes comportementaux du chien sont liés à son éducation ou à un défaut de communication de ses propriétaires envers lui. Cependant, si le chien est déréglé sur l'un des grands axes comportementaux, la remédiation aux carences éducatives et aux troubles de la communication est insuffisante pour éviter la bascule du chien dans la maladie. L'éducateur canin compétent fait progresser la communication et l'éducation et permet ainsi, même en cas d'affection comportementale, de minimiser les symptômes observés et de ralentir l'aggravation. Cependant, il doit se poser la question de la normalité des axes comportementaux, car en l'absence de prise de charge conjointe avec un vétérinaire, les progrès seront ralentis et parcellaires, comparés à ceux qui seraient obtenus en travaillant sur un chien dont le cerveau est plus apte à apprendre et avec un diagnostic et un plan de traitement établi. Ainsi, le travail du vétérinaire va consister à déterminer si l'individu qu'il voit en consultation est en état normal, qu'il soit adaptatif ou réactionnel, ou en état pathologique. Si vous ne savez pas ce que sont les états adaptatifs, réactionnels ou pathologiques, voyez notre vidéo qui vous explique tout sur le sujet. Le lien est dans la description. De plus, le vétérinaire va exclure les pistes médicales pouvant conduire à ces états comme les maladies hormonales, de la douleur, etc. S'il conclut un état psychologique normal, cela veut dire que l'organisme de l'individu est capable de lutter efficacement et d'apprendre de manière optimale. Il va alors orienter les propriétaires vers un éducateur canin afin de répondre à la demande des gens, éduquer leurs chiens et faire disparaître les comportements gênants. En revanche, s'il conclut un état psychologique pathologique, cela sous-entend qu'il identifie un dysfonctionnement dans les réponses de l'individu. Ses connaissances en psychopharmacologie et en neurophysiologie lui permettent alors de proposer un traitement médicamenteux qui permettra au cerveau de revenir vers un fonctionnement normal. Mais comment agissent ces médicaments ? Prenons un exemple physique d'abord. Lors d'une allergie, l'organisme ne répond pas de manière appropriée à un allergène qui est en fait sans danger. Il surréagit. Les médicaments que l'on prend alors, par exemple des antihistaminiques, ne soignent pas les plaques rouges sur le corps, mais sont capables de stopper l'excès de réponse de l'organisme qui les font apparaître. Cela permet de retrouver un état de réactivité normale du système immunitaire. Dans notre cas, les traitements médicamenteux permettent au cerveau de l'animal de retrouver des réponses plus normales, par exemple de contrôler ses émotions de joie exagérées. Mais ce n'est pas magique. Le traitement médicamenteux n'apprend pas par miracle à l'animal à donner des bonnes réponses comportementales. Il permet simplement de donner les capacités de pouvoir donner les bonnes réponses. Prenons une autre image. Pour freiner de la bonne manière, en voiture, vous avez besoin de deux choses. 1. Des freins en bon état. 2. Savoir vous en servir. L'éducateur aura beau apprendre au chien comment se calmer, comment freiner. Si les freins ne fonctionnent pas,
il n'y arrivera pas. Le médicament permet donc de remettre le système de pilotage en état, mais il ne dispense pas de la partie thérapie comportementale, qui permet au chien de réaliser les bons comportements et de ne plus choisir les réponses inadaptées au contexte. Autrement dit, le rôle du médicament est surtout de permettre la réalisation de la thérapie comportementale. Dans de nombreux cas, les chiens sont qualifiés de têtus, bornés, et les propriétaires d'incompétents ou de ne travaillant pas assez. Alors que la réalité est souvent que le chien n'est pas en capacité de produire les réponses demandées. Souvent, dans ces cas-là, les propriétaires se sentent démotivés, découragés et peu entendus, ils finissent par baisser les bras. Dans de nombreux cas, ils en viennent à tester des méthodes radicales comme des colliers électriques, car, entre guillemets, rien ne peut stopper leur chien. Alors, si vous en venez à avoir ce genre de pensée avec votre chien, je vous suggère de consulter pour demander un avis médical, car ce n'est pas normal d'en arriver à de telles extrémités dans le cadre de l'éducation standard d'un chien. De la même manière, si vous me dites que la nuit vous devez attacher votre enfant avec une corde dans son lit pour qu'il reste tranquille et dorme, ma première idée sera de vous conseiller de consulter un professionnel, car a priori, la plupart des enfants arrivent à dormir sans être attachés la nuit, sans que cela ne demande des heures et des heures d'apprentissage. Pour en revenir au traitement proposé, une fois la thérapie comportementale réalisée, lorsque le chien est capable de produire les bonnes réponses, celles attendues de lui, le vétérinaire va proposer de diminuer le traitement et voir si le travail effectué est suffisant pour pouvoir se passer de cette aide. Dans certains cas, comme dans tous les domaines de la médecine, les traitements doivent être maintenus à vie. Si je reviens à mon exemple de l'allergie, selon la sévérité de l'affection et la possibilité d'éviter les allergènes, les traitements peuvent aller de très ponctuels à traitement à vie. Enfin, il existe des maladies psychiatriques rares, mais sévères, comme le syndrome dissociatif ou la maladie dysthymique, qui sont l'équivalent de la schizophrénie et des troubles bipolaires, dans lesquels le vétérinaire sait d'emblée que le traitement ne pourra être interrompu sans qu'il y ait de rechute. Maintenant que, je l'espère, vous avez compris le rôle crucial du médicament dans la thérapie, voyons à quoi ressemble une thérapie de rééducation. La thérapie comportementale comprend l'ensemble des mesures qui vont permettre de modifier les réponses comportementales produites par l'animal, aussi bien dans leur aspect moteur que dans leur aspect émotionnel. Elle peut se décomposer en deux grands groupes. D'une part, les modifications écologiques ou environnementales, et d'autre part, les modifications comportementales au sens strict. La modification écologique ou environnementale, grosso modo, c'est tout ce qui ne va pas demander de répétition. Ce sont des changements décidés au départ, mais qui ne seront pas à refaire. Par exemple, le changement du type ou du lieu d'alimentation, de couchage ou d'activité du chien, ou encore l'utilisation de différents accessoires comme la muselière ou le harnais. Ces modifications peuvent intervenir soit en prévention ou éducation, soit en remédiation ou rééducation des troubles comportementaux du chien. Elles sont à appliquer une fois pour toutes et ne demandent pas d'exercice, en dehors éventuellement d'un travail d'habituation du chien au matériel. La modification comportementale repose sur la mise en place de différents protocoles de modification des représentations mentales et des réponses comportementales du chien face à différents stimuli. Les protocoles d'habituation, de sensibilisation qui reposent sur les expériences du chien avec les stimuli de son environnement. Les protocoles de conditionnement classiques et opérants qui reposent sur l'apprentissage de relations entre des événements. Et les thérapies cognitives qui reposent sur l'apprentissage de règles de vie et de communication en famille et en société. Aussi, pour chaque prescription thérapeutique, le praticien choisira les éléments écologiques ou de modifications comportementales qui sont adéquates pour le cas clinique présenté. Et vous l'aurez compris, lorsqu'il identifie un état pathologique, il ajoutera à cela un traitement médicamenteux qui permettra d'avoir une thérapie réalisable. Autrement dit, si votre chien présente un problème de comportement et que vous n'arrivez pas à le résoudre, malgré les conseils d'un éducateur, il est pertinent de se demander si l'échec relatif ou les progrès trop lents ne viennent pas du cerveau du chien, qui n'est pas en capacité de réussir ce qui lui est demandé. Souvent parce qu'il a trop peur, qu'il est trop excité, trop dissipé, incapable de contrôler ses émotions. Voilà, cette vidéo sur les rôles respectifs des intervenants et le principe de la prise en charge est terminée. J'espère que cela vous aide à savoir vers qui vous tournez. Nous détaillerons dans de nombreuses autres vidéos, aussi bien les exercices utilisés en rééducation que le matériel utilisé lors des modifications écologiques. Et nous aborderons aussi en détail les médicaments utilisés et leurs effets. Et on espère que cette vidéo vous a plu, et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on dit? Exactement. Et à la semaine prochaine.